digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none, we know no defeat. We never split, yeah we never quit. Eagle-like vision, we never squint. Focus on the mission, we can never miss. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies. Beyond the skies, you and I were breaking bounds, breaking bounds. Beyond the skies, you and I were breaking bounds on Baobab. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère bien que vous m'entendez bien. Bienvenue à cet événement pour la grande communauté francophone sur Baobab et dans le réseau Mastercard Foundation. Voilà, moi je suis Credo Kaninda, partie de l'équipe Baobab, chargé de la grande communauté francophone de Baobab. Je veux d'abord dire merci à tout le monde d'être là. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Alors, sans plus tarder, je vais juste signaler quelques petites règles à respecter là pour les membres de l'audience. Rappelez-vous de vous garder sur mute ou sur sourdine pour ne pas perturber la séance entre le modérateur et le panéliste. Et aussi, veuillez garder vos vidéos sur masquées pour ne pas perturber aussi la connexion. Avec ça, vous avez l'option chat, Zoom chat, où vous pourrez laisser vos noms. Et à la fin de la présentation, vous aurez l'opportunité de poser des questions directement aux membres du panel. Et avec ça, alors moi, je vais commencer par faire l'introduction de notre modérateur, la star de cette journée. Donc, Aristide Kambal, et juste brièvement, Aristide, il est actuellement boursier de la Mastercard Foundation à l'université Edinburgh en Écosse. Actuellement, il est basé au Rwanda, c'est là qu'il travaille aussi actuellement. Et il a servi comme stagiaire
avec Baobab et maintenant, il travaille aussi avec nous comme alumni in resident pour la communauté francophone. Donc, il arrive même au terme de son programme avec nous, mais il va continuer toujours à être là dans le réseau francophone de Baobab et de Mastercard Foundation, aussi impliqué qu'il a toujours été. Alors, moi, je vous dis merci encore une fois. Aristide va faire la présentation des panélistes qui sont là. Et puis après, il va commencer avec les questions pour les panélistes. Et encore une fois, veuillez laisser vos noms dans le chat. Et vers la fin de la séance, les noms qui seront dans le chat seront appelés pour poser des questions directement aux membres du panel. Alors, merci beaucoup, Aristide. C'est ton show. D'accord. Merci beaucoup, Credo. En tout cas, merci infiniment pour tout le monde. Vous avez pris votre précieux moment pour être ici avec nous. Nous sommes très heureux. En tout cas, je suis impressionné par le nombre et aussi avec la motivation des gens aujourd'hui. Et c'est parce qu'on a certainement un sujet très, très, très délicat et très important pour la plupart de nous. Certains, peut-être parmi nous, ils sont des étudiants ou des boursiers de la Fondation Mastercard. D'autres sont des alumni de la Fondation. D'autres font partie de plusieurs autres réseaux comme YALI, par exemple. Il y a Skoll Foundation et beaucoup d'autres réseaux qui sont aussi unis avec les grands réseaux Baobab. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi de conduire ces shows. Et comme Credo l'a dit, je suis Aristide, je suis congolais, basé actuellement au Rwanda à Kigali, où je travaille avec la Fondation Mastercard encore. Et c'est pour moi un très grand honneur en tout cas. Alors, sans pour autant tarder, je vais passer par introduire nos panélistes. On a 3 panélistes aujourd'hui. Et la grande question, on s'est rentré discuter aujourd'hui, ça sera autour des grands défis auxquels nous faisons face quand on est d'entrer dans la carrière professionnelle, surtout en Afrique. Personnellement, je finis my undergrads et c'était au Ghana. C'était compliqué pour moi de commencer la vie professionnelle et tout comme ça a été difficile pour moi, ça a été également difficile pour la plupart d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on est là pour discuter, essayer un peu d'apprendre de nos grands, de nos aînés, pour voir si on peut alléger ou si encore on peut faire de cette transition impeccable. Alors, en première position, on a Monsieur Yann, qui est un Congolais du Congo-Brazza, pour être spécifique. Il est ingénieur logiciel autodidacte, avec un grand enthousiasme pour la résolution de problèmes et éducateur technique. Il a plus de 7 ans d'expérience dans ce domaine. Il a travaillé dans des secteurs technologiques aux Républiques du Congo pour la régulation de télécommunications, un peu dans ce sens-là. En deuxième position, on a Madame Maran, et elle est sénégalaise et elle a plus de 10 ans d'expérience. Elle est aussi alumni du réseau YALI, Mandela Washington Fellowship, je crois bien. Et elle travaille beaucoup plus dans les secteurs financiers au Sénégal et elle est directrice financière d'Act Afrique, où elle participe à la mise en œuvre de plans stratégiques et de croissance. Et en troisième position, on a Madame Diakabi, d'origine guinéenne, et a aussi plus de 10 ans d'expérience dans sa carrière, avec des rôles variés, surtout dans les leaderships, et elle a aussi travaillé également dans les ministères au niveau de la Guinée. Alors, bonjour à nos panélistes ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Monsieur Yann. Écoutez, bonsoir à tout le monde. Je suis très ravi d'être ici. C'est vraiment un honneur de partager avec la jeunesse africaine notre expérience, les défis que nous avons rencontrés. Et donc, je ne peux qu'être ravi d'être ici. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Madame Maran? Oui, bonjour à tous. Je suis très honorée aujourd'hui de participer à ce panel également. Donc, je suis prête à échanger et à apprendre aussi de vous. Ce n'est pas également de nous seulement, mais à beaucoup échanger. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, c'est un grand honneur de vous avoir. En troisième position, on a Madame Diakabi. Si elle est là, elle peut toutefois dire bonjour ou bonsoir à l'audience. Bonsoir à tous, très heureuse d'être ici également. Merci. D'accord. On est vraiment ravis de vous avoir tous. Et c'est, comme je disais au fait tantôt, c'est une question vraiment pertinente.
Personnellement, ça a été très difficile pour moi parce que, je sais pas, mais j'ai parcouru beaucoup de stress pour un peu commencer ma carrière. Je n'ai pas 10 ans ou 7 ans ou plus de 15 ans d'expérience, mais quand même, je suis en train de construire là-dessus. Et sans pour autant tarder, je vais à comprendre les perspectives selon là où vous êtes. Il y a Yann qui est plus dans la République du Congo. Il y a Madame Maran qui est au Sénégal. Il y a Madame Diakabi qui est en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous aider, nous dire un peu comment est-ce que ça a été pour vous tout au début? Quels étaient vos défis, les défis auxquels vous avez fait face pour en fait, entrer dans la carrière professionnelle quoi, et vous retracer une telle carrière? Monsieur Yann, vous pouvez parler? Je capte pas malheureusement. Ah, excusez, je n'ai pas fait attention. Donc, je disais D'accord. que ça a été, pour moi, je dirais que ça n'a pas été aussi difficile que ça parce que il y a des prérequis. Lorsqu'on les respecte, lorsqu'on a vraiment rempli toutes ces cases, eh bien, on est susceptible vraiment de saisir des opportunités. D'autant plus que dans le secteur où j'évolue, donc le domaine de la technologie, du développement des logiciels, il y a pas mal d'opportunités sur le continent, mais il y a en fait des prérequis et donc qu'il fallait donc remplir. En ce qui me concerne, je l'ai fait, j'étais compétent et la compétence, ça suffit pour qu'une entreprise me déniche, donc l'Agence de régulation des transferts de fonds, là où j'ai travaillé pendant 5 ans avant de démissionner pour me mettre à mon propre compte. Donc, je pense que c'est vrai, les défis sont là, mais à côté de ces défis, il y a aussi des choses que lorsque ces choses ne sont pas faites, eh bien, elles rendent les choses encore beaucoup plus compliquées lorsqu'on veut faire une carrière. Donc, je pense que c'est sur ça qu'on va articuler, on va partager un peu sur ces choses pour que notre audience puisse justement en tirer profit et voir comment se préparer pour saisir des opportunités, pour, pourquoi pas, faciliter un peu cette transition de l'apprenti, de l'étudiant en professionnel et en professionnel qui va faire carrière. Merci beaucoup, Monsieur Yann, pour ça. J'ai retenu quelques mots très intéressants que je vais revenir vers vous sur ça. Mais on peut d'abord passer à Madame Maran, qui est au Sénégal. Bien évidemment, vous pouvez aussi nous parler de votre expérience un tout petit peu. Oui, alors je pense que j'ai eu une autre expérience que Monsieur Yann. Ça a été un peu plus compliqué pour moi, je pense. La diversité. Exactement. Alors, c'était pas facile parce que moi, j'ai fait quasiment 10 ans en Europe où j'ai travaillé dans des Big Four en audit et au retour au Sénégal pour intégrer toujours l'audit interne dans une structure, dans une grande compagnie d'assurance. C'était pas vraiment évident parce qu'on a un petit décalage. Il faut reconnaître qu'entre l'Europe et quand même l'Afrique, il y a un léger décalage, c'est un peu différent. Pas négatif forcément, mais il faut rester à l'écoute, il faut être en perpétuel apprentissage et il faut aussi être persévérant. Donc, voilà. Voilà un petit peu si je peux juste dire en termes de difficultés, voilà. D'accord. Alors là, je retiens, bon, dans les deux interventions, je retiens déjà une diversité de là où l'autre a commencé et comparativement à comment est-ce que Monsieur Yann a commencé. Alors, on peut prendre la troisième perspective qui vient de Madame Maïmouna et continuer avec la discussion. Pour moi, j'ai eu, je pense, je m'inscris un peu comme ma prédécesseur vient de le dire. Ça n'a pas été aisé parce que moi, j'ai quitté la Guinée quand j'avais 13 ans. Je suis partie étudier à l'extérieur. Et quand j'ai voulu revenir il y a un peu plus de 10 ans, j'ai fait face un peu à, on va dire, un petit choc culturel. Ça a commencé un peu par là. Je me souviens que quand je suis venue, j'avais décidé d'abord de faire de l'entrepreneuriat, de me concentrer sur on va dire les passions que j'ai, et je suis quelqu'un qui aime écrire, donc j'ai voulu écrire des pièces de théâtre et tout de suite ça passait pas. Donc les pièces, oui, ça passait surtout au niveau de l'Institut français, l'ambassade de France, mais on me voyait comme une artiste et c'était vu de façon négative. Donc j'ai mis ça de côté
pour rentrer un peu dans le moule. Et là, je suis rentrée dans une entreprise internationale. Après, j'ai fini avec Bolloré et ensuite d'autres sociétés. Donc, il y a eu un petit choc culturel et je me suis rendu compte que tout ce qui était, on va dire, passion, le côté artistique, tout ce qui est lié à la culture, on ne le comprenait pas aussi bien que ça. Donc, j'ai décidé d'avoir une carrière plus, on va dire, plus standard et de rentrer dans le moule, en fait. Donc, voilà. Ah, d'accord. Je trouve vraiment une grande diversité de nos origines et comment on a commencé. Et bien évidemment, chacun commence là où il commence, tu vois. Ça n'a jamais été pareil, ça n'a jamais été similaire pour nombreux d'entre nous. Alors, si je peux encore revenir sur ce qu'on vient de discuter là, il y a Madame Maïmouna qui est sortie du continent en 13 ans. Il y a Madame Maran qui a travaillé en Europe également pendant 10 ans avant de revenir. Et il y a Monsieur Yann qui a commencé directement sa carrière en Afrique. Alors, dans tout ça, moi, je retiens une forme de incertitude. Genre, quand tu es en Europe, tu travailles là-bas, tout semble marcher bien pour toi. Et du coup, tu dois revenir en Afrique ou tu dois recommencer à zéro. Est-ce que vous avez un jour été certain de comment est-ce que ça sera? Est-ce que vous êtes très confiant de comment ça sera? Et si jamais ça vous a donné une forme de peur, comment est-ce que vous avez navigué cela pour enfin vous lancer dans la carrière en Afrique même? On peut aller avec Madame Maran. Alors, forcément, on appréhende un petit peu. Déjà, je pense que c'était un choix pour ma part. J'ai travaillé, bien sûr, en Europe 10 ans, j'ai fait plusieurs boîtes, mais ensuite, c'était le choix personnel de vouloir rentrer parce que on part en Europe, mais ce n'est pas pour complètement y rester. Donc, forcément, à un moment donné, on se dit dans la tête, c'est le moment de retourner en Afrique et essayer de mettre la main à la pâte pour essayer de développer aussi, de participer au développement de notre pays. On appréhende forcément. On appréhende parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Et quand on arrive, comme Madame Diakhaby Maïmouna vient de le dire, c'est un vrai choc culturel. C'est complètement différent. On a un vrai choc culturel quand on arrive et c'est vrai qu'on a des peurs, mais avec la persévérance et sachant que voilà, c'est quand même notre pays, il faut quand même qu'on rentre dans le moule, comme elle a dit, qu'on évolue et qu'on se fasse notre chemin, parce qu'on est quand même avant tout des Africaines, des Africains. On finit par s'y faire et à comprendre vraiment comment ça fonctionne sur le milieu, sur le marché africain. On comprend et on évolue. Et je peux vous parier que quelques années après, on ne regrette absolument pas parce que c'est une expérience merveilleuse et c'est beaucoup de choses à découvrir day to day, en fait. Donc, tous les jours, on découvre quelque chose de nouveau parce que l'Afrique, tout se construit, tout se fait et on ne regrette pas. On appréhende quand on vient, mais après, on ne regrette absolument pas. Ah, d'accord, d'accord. Madame Maïmouna, est-ce que vous pouvez aller directement si vous avez un truc à ajouter sur ça? Alors, ce que je dirais, c'est que moi, en termes d'incertitude, oui, il y avait des incertitudes, mais je pense qu'il faut avoir un bon ancrage personnel. Et je me souviens, mon retour, j'avais commencé à lire The Highly Effective People de Stephen Covey, les 7 habitudes des gens, on va dire, peut-être très efficients, si je traduis en français. Et moi, ce livre a été une boussole pour moi parce que je l'ai lu juste comme ça, mais ça m'avait beaucoup aidé. Je me souviens que j'essayais beaucoup, je touchais un peu à toutes les opportunités qui venaient vers moi. Et j'avais appris ça dans le livre. Et j'avais appris aussi que quand on avait un stimuli, en tout cas de l'extérieur, c'est notre façon de répondre qui change tout. C'est pas l'extérieur peut être incertain, l'extérieur peut sembler nous agresser ou être négatif, mais c'est la façon dont nous allons choisir de répondre à ça. Et j'avais appris également qu'il fallait pas oublier son cercle d'influence. Donc, en tout cas, armée des conseils de ce livre, moi, j'ai pu naviguer l'incertitude du retour. Je prenais tout ce qui venait vers moi comme une opportunité, que ce soit négatif ou positif, de me découvrir. Et
je suis venue avec quelque chose du Canada qui était le bénévolat. Donc, j'aimais faire énormément de bénévolat en dehors de mon travail même avant de trouver du travail, c'est à travers le bénévolat que j'ai trouvé du travail. Donc, pour moi, ce livre et puis le service à la communauté m'a aidé. Quand je dis bénévolat, c'était vraiment ça. En faisant, par exemple, de la traduction du français à l'anglais pour une association de femmes, on m'a proposé un emploi. J'ai dit oui, je suis restée là-bas 1 an. Et après, toujours à travers les activités extra que je faisais en dehors de mon boulot, le directeur pays de Bolloré m'a proposé un emploi. Je suis partie là-bas. Et c'est comme ça, tous mes emplois sont toujours venus à travers les autres activités connexes que je faisais. Et pour moi, voilà, quand on se connaît, on apprend à se connaître, on va dire, comme un arbre dans l'ouragan. On arrive à naviguer les incertitudes qui peuvent venir. Merci beaucoup, Madame Maïmouna, pour ça. Je vais revenir sur ça parce que vous avez mentionné quelque chose de très intéressant, genre les emplois vous ont été proposés quoi, par rapport à ce que vous étiez en train de faire auparavant. Alors, je vais revenir sur ça, mais je vais pointer le fait que la communauté de la Fondation Mastercard, les étudiants étudient un peu partout. Ce n'est pas qu'en Afrique. Il y a des institutions partenaires en Afrique, mais également aussi ailleurs, à l'extérieur de l'Afrique, où les étudiants ont l'opportunité d'aller étudier et tout, et enfin revenir en Afrique. Alors, c'est très intéressant de comprendre directement votre transition de quitter le Canada ou l'Europe pour revenir en Afrique et voir comment est-ce que vous allez vous intégrer dans la société. Mais je vais aller un peu plus loin sur une chose que M. Yann a mentionné. Il a parlé de prérequis. Le prérequis qui ont rendu sa vie ou sa transition un peu plus facile. Est-ce que vous pouvez un peu marteler sur le genre de prérequis et comment est-ce que vous avez su que vous avez besoin de prérequis pour entrer dans le monde professionnel? Merci Aristide. Alors, donc tout à l'heure, Madame Miamouna vient donc de citer l'un des prérequis. Donc, je parlais au fait dans mon introduction des prérequis, justement. Moi, si cela n'a pas été difficile pour moi, c'est parce que je faisais des choses avant même que je sois prêt pour l'emploi sans pour autant me rendre compte. En fait, je travaillais sur mon profil, mais vraiment inconsciemment. Donc, à l'époque, quand j'ai fini ma formation en informatique, j'étais tellement passionné que j'avais envie de partager ce que je connaissais aux autres. Donc, on avait monté une communauté des développeurs et on travaillait avec Google. Donc, Google, dans son programme d'expansion de ces technologies, donc il crée un peu dans pas mal de pays africains des petites communautés et dans ces communautés, on organise des événements relatifs aux technologies, aux événements que Google organise au quartier général. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé justement dans le bénévolat à former des gens gratuitement. J'éditais des programmes de formation, je proposais quelles étaient les formations à faire et je formais en même temps les gens jusqu'à former beaucoup de personnes qui ont pris la relève et donc la communauté, on s'est retrouvé avec des milliers de participants à travers le pays. Et donc, sans me rendre compte, j'étais déjà au fait en train de me créer un profil dans le domaine dans lequel j'évolue notamment. Donc, si vous voulez, je dirais que pour ceux qui, comme moi, aimeraient avoir peut-être que cette transition soit peut-être facilitée, je pense que déjà être quelqu'un qui donne à la communauté, c'est très important parce que j'ai aussi fait partie du bureau de recrutement lorsqu'on recrutait chez nous, ou même que ce soit les stagiaires, j'avais un mot à dire. Et la plupart des critères, des éléments qu'on regarde très souvent, c'est également la contribution que ce dernier a envers sa communauté. On regarde en fait l'impact que tu as dans ta communauté. Parce que quelqu'un qui est déjà disposé, prêt à aider, à partager, à travailler sans gagner quelque chose pour le bien de sa communauté, eh bien, pourra le faire beaucoup plus, même pour son entreprise, quoi qu'il soit payé. Donc, c'est vraiment un critère, c'est vraiment quelque chose sur lequel, en tout cas, toute personne désireuse de faire carrière devrait penser. Dans le domaine où je te trouve, il existe beaucoup d'organisations internationales. Il y a par exemple, au Congo, ici, on a la France, Afrique-France pour le développement. On a par exemple, la fondation, on a Rotary, on a pas mal de fondations, en tout cas ici.
où les jeunes peuvent aller éventuellement devenir des bénévoles, travailler, se faire connaître, se créer un nom, avoir un carnet d'adresses, même sans avoir déjà, sans être même prêt pour travailler. Donc, je pense que c'est déjà très important. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, le deuxième, c'est la formation. Alors, vous savez, il y a une différence entre la formation qu'on reçoit à l'école et puis la formation pratique, le métier, c'est-à-dire l'exercice du métier. Et ça, pour ceux qui sont dans les domaines techniques, ceux qui sont dans les STEM, très souvent, on rencontre ce problème. C'est-à-dire que vous avez reçu une formation à l'école, mais quand vous arrivez en entreprise, en tout cas, vous n'avez aucune expérience. Donc, le bénévolat aussi aide à avoir de l'expérience. C'est-à-dire que vous quittez de l'école pour passer en entreprise, mais avec le service rendu dans la communauté à travers le bénévolat, vous développez là une expérience sur le métier, sur le domaine, comment ça s'exerce. Et donc, rien qu'avec ça, ça constitue déjà un élément fort pour les recruteurs. Donc, moi, j'ai été bien formé. Je me suis, en enseignant aux autres, j'avais des petits marchés où on me sollicitait pour réaliser des petits sites web, des applications. Et c'est comme ça, finalement, que dans le tas, j'avais déjà des réalisations. Et donc, quand mon employeur se propose de me prendre, eh bien, quand il regarde mon CV, il voit tout ce que je fais, il entend les témoignages de la part de ceux qui me connaissaient. Il dit, mais tiens, mais le petit là, et j'ai été recruté à 20 ans. C'est quand même un peu rare en Afrique, dans une très grande entreprise. Et en ce temps, j'avais que le bac. Et donc, on m'a recruté avec le bac et on a commencé à me traiter déjà comme si j'étais ingénieur sans même que je puisse avoir le diplôme. Donc, je pense que lorsque vous faites ces choses et que vous avez avec vous, dans votre profil, des éléments qui parlent, vous avez des réalisations, vous avez vraiment des actions qui peuvent justifier votre impact dans la communauté, je pense que ces éléments-là vont concourir au bien dans votre carrière. Merci beaucoup, merci Yann. Alors, tout ce qu'on vient de discuter là, je trouve que ça fait partie d'un tout, une solution à des problèmes, à des problèmes auxquels nous faisons face généralement. Mais je vais encore revenir un peu en arrière, hein, ou essayer un peu de penser, selon vous, qu'est-ce qui est le plus grand défi auquel le jeune Africain se confronte? Par exemple, aujourd'hui, on parlera, par exemple, on est dans notre pays, parlons de la RDC, où on a un taux de chômage qui est tellement élevé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de finir l'université, mais ils ont du mal à trouver le boulot. Ils ont aussi du mal, bien également, à se lancer même dans la carrière professionnelle. On est au Sénégal, par exemple, même chose. On revient au Congo-Brazza, la même chose. Et on trouve que les jeunes sont un peu perdus dans la chose, quoi, donc dans les systèmes. Quels sont les défis que vous avez déjà identifiés, selon vous, et vous pouvez dire, OK, ça constitue un défi, ça constitue un défi, et les jeunes doivent se rendre compte de cela un peu plus tôt pour que cela ne puisse pas être le cas pour eux. Vous avez un avis à ajouter par rapport à ça, Monsieur Yann, avant de passer à Madame Maran et Maïmuna? Oui, c'est-à-dire que c'est justement ce que je suis en train de dire. Donc, dire que le plus grand défi, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout parce qu'il n'y a pas un seul élément, mais il y a vraiment des facteurs. Ça suit l'influence de beaucoup de choses. Déjà, pour revenir au Congo, par exemple, nous avons un sérieux problème qui fait que les jeunes n'arrivent pas au fait, à faire vraiment carrière. C'est un problème au fait d'ordre structurel. C'est-à-dire, nous avons au moins plus de 80% des entreprises au Congo qui sont dans l'informel. Vous voyez? Et la façon dont les choses se font ici, les gens ont du travail, non pas parce qu'ils ont voulu faire la chose, parce que c'est leur passion, parce qu'ils veulent vraiment aller plus loin, mais les gens ont du travail parce qu'ils veulent répondre à des problèmes. Et donc, tout ce qui se trouve là, ils le font. Et donc, dans ces conditions, ce n'est pas évident que quelqu'un se retrouve au bout de 5 ans, 10 ans après, avoir une expérience juteuse dans un domaine bien précis, dans une profession bien précise. Donc, nous avons ce problème vraiment où les structures sont dans la majorité dans l'informel et ils ne respectent pas les droits, ils ne respectent pas les droits des travailleurs, il n'y a pas tout ça qui est respecté. Donc, ça fait que finalement, les gens, malgré ce qu'ils font là-bas, il n'y a aucun mécanisme de carrière qui est mis en place, il n'y a aucun suivi de carrière.
En tout cas, il n'y a rien du tout et les gens sont livrés à eux-mêmes. Et dans d'autres cas, nous avons des gens qui travaillent, certes, mais ils sont confrontés aux problèmes justement de management au sein des entreprises où le suivi de carrière n'est même pas considéré. Donc, le problème, vraiment, c'est un tout. Peut-être au cours de la discussion, on pourra, au fur et à mesure, essayer un peu de déceler certains points. Mais en gros, c'est cela, en fait. Nous n'avons pas un grand défi, un seul grand défi, mais c'est vraiment un tout qui lie la formation, le manque de formation adaptée aux besoins du marché. C'est vraiment un sérieux problème que nous avons. Les écoles forment sur des choses qui ne sont pas demandées dans le marché. Et dernièrement, même, je suivais aux émissions les journalistes qui discutaient sur ce problème parce que les entreprises, justement, on a au fait une inadéquation de la formation avec le besoin que les entreprises ont. Et donc, ça aussi, c'est un problème très majeur parce que quelqu'un qui a fait 3 ans, 4 ans ou 5 ans jusqu'au master dans une université, quand il sort, il se rend compte tout simplement que tout ce qu'il a appris, il n'arrive même pas à le pratiquer parce que c'est inadéquat. Et donc, ça fait que les gens sont confrontés à ce problème et ils vont faire d'autres choses et ils vont travailler, ils vont faire des professions qu'ils n'ont même pas étudiées tout simplement pour subvenir à leurs besoins. Merci beaucoup, Monsieur Anne, pour cette intervention. Madame Maran, vous avez un mot à ajouter par rapport à ça? Je pense qu'il a déjà soulevé un point important qui est l'inadéquation de la formation par rapport aux exigences du marché. Malheureusement, nous avons beaucoup ça en Afrique et c'est un grand challenge pour nous de pouvoir avoir des formations qui sont en concordance avec les attentes et les exigences du secteur privé notamment, qui demandent beaucoup de personnes opérationnelles et qu'on n'a pas forcément cela à la fin des études. Moi, je rajouterais aussi du côté des jeunes, il y a aussi le défi de choisir la bonne formation par rapport à son secteur de prédilection, par rapport à son secteur d'épanouissement. Donc, et pour cela, je pense que du côté des jeunes, il faut vraiment qu'ils puissent se connaître, c'est-à-dire connaître leur vocation, connaître où est-ce qu'ils veulent aller, vraiment se poser les bonnes questions avant de se lancer. Parce que, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, quel secteur on veut faire, et ça va aider pour choisir la bonne formation. Et ça va aussi aider aux jeunes à savoir s'ils sont plutôt destinés à l'emploi ou peut-être aller dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est déjà des premières questions qu'il faut se poser, qu'il faut essayer de résoudre et après d'aller dans le choix des formations. Moi, je noterai aussi un autre point ou 2 autres points. Je parlerai des langues aussi et de la communication parce que aujourd'hui, ça commence à devenir une barrière. On est à l'internalisation, les sociétés sont ouvertes à l'Afrique francophone, à l'Afrique anglophone également. Donc, certains postes, on voit souvent, très, très souvent, un niveau d'anglais requis. Par exemple, je prends l'exemple de notre structure à Act Afrique SA. Nous avons un conseil d'administration totalement bilingue, totalement anglophone, je vais dire, qui ne parle pas français du tout. Donc, on a ce problème de reporting, c'est-à-dire tous les jeunes que je recrute doivent avoir un certain niveau d'anglais pour pouvoir préparer les reportings, pour pouvoir s'impliquer dans le reporting, dans les états, parce que nous allons après présenter des PowerPoint ou faire des présentations des états financiers, des chiffres à un conseil d'administration complètement anglophone. Et ça commence déjà au niveau junior, c'est-à-dire que quand j'ai un comptable junior directement, il faut une base d'anglais pour pouvoir déjà préparer certains éléments. Donc, l'anglais commence à devenir, les langues, on va dire, commencent à devenir une barrière. Ce n'est pas forcément l'anglais. Je pense aussi au français pour pouvoir bien s'exprimer. Je pense aussi aux langues locales parce que si on apprend à se connaître et qu'on se décide, par exemple, à aller vers les ONG, on va dire. Les ONG aujourd'hui vont vous envoyer un peu partout dans le pays, dans les régions. Et là, il faudra aussi parler, à quelques moments que ce soit, parler la langue locale pour pouvoir accompagner, sachant que les ONG sont beaucoup là pour accompagner, soutenir. Donc, il faudra ça aussi pour évoluer. Donc, je pense que les langues et la communication viennent en deuxième position
pour pouvoir évoluer en Afrique parce qu'on commence à complètement s'ouvrir un peu partout, que ce soit en français ou en anglais. Et en troisième point, je parlerai de la rigidité. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a des cultures, on a comment dire, on a nos connaissances, nos réalités. Donc, il faut être agile, il ne faut pas être très rigide. Il faut une certaine agilité pour développer le relationnel, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être à l'écoute, pour embrasser tout ce qui est culture d'entreprise. Je pense par exemple à certaines fonctions comme les DRH. On peut avoir des personnes qui ont étudié ailleurs ou en Europe ou aux États-Unis les ressources humaines pour venir s'implanter en Afrique et gérer un personnel totalement africain ou parfois même très multiculturel. Je prends l'exemple de ACT aussi où il y a énormément, on a quasiment toutes les nationalités chez nous. Pour être un bon RH, il faut aussi, par exemple, connaître les réalités de pays, s'adapter un petit peu pour pouvoir manager ce personnel-là multiculturel qui est différent des Européens ou des Américains. Donc ça aussi, je trouve que c'est un point important qu'on peut parfois négliger, mais ça revient un petit peu, ça rejoint le choc culturel dont on parlait qu'on a eu en revenant. Et en interne, si on n'a pas cette agilité-là de pouvoir embrasser toutes les cultures et de la connaissance, les réalités africaines, ça peut être un frein également ou être une difficulté. Merci beaucoup, Madame Maran, pour ça. Vous avez mentionné des points très intéressants. Personnellement, je me retrouve déjà quand vous parlez, par exemple, des problèmes au niveau de langue. Moi, personnellement, s'il y a une chose qui m'a sauvé pour ne pas peut-être souffrir, surtout dans ma transition, c'était la langue. Juste l'addition, l'atout que j'avais de parler anglais dans le monde francophone. Et du coup, je n'ai même pas passé un mois à la maison, j'ai été recruté et ça, c'est parti de soi. J'ai eu l'opportunité tu vois, de me montrer aussi ou de m'ouvrir aussi au monde professionnel. Donc, c'est un point très, très important, très, très capital. Madame Maïmouna, vous avez quelques points à ajouter? Je dirais également, puisque actuellement je suis conseillère chargée de la digitalisation au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, donc ça me donne, on va dire, une vision un peu sur les défis que nous pouvons avoir au niveau de l'insertion professionnelle. Moi, je pense, comme ça l'a été dit, qu'il y a la question sur la compétence. On voit beaucoup que malheureusement, déjà au niveau du système éducatif, nos systèmes éducatifs africains ne sont pas très forts et ne sont pas toujours adaptés au développement du monde moderne. Donc, il faut, pour la personne qui va vouloir revenir et trouver un emploi ou celle qui est déjà là, les questions de compétences se posent. Il faut, au-delà de ce qu'on a appris, qu'on soit d'ailleurs en Afrique ou en Europe, apprendre à apprendre. On parle de formation continue aujourd'hui. On ne peut pas seulement être diplômé même au niveau master et rester sur ces lauriers-là. Il faut continuellement se former. Et moi, je pense que cette question de compétences est cruciale. On a aujourd'hui des outils comme Coursera.org ou Udemy, Open Classrooms. Il y a énormément de plateformes éducatives sur lesquelles on peut aller apprendre de nouvelles compétences. Des compétences, par exemple, comme la gestion de projets qui sont transversales aujourd'hui dans tout domaine dans lequel on peut travailler. Donc, je pense qu'il faut apprendre à apprendre et il faut apprendre à se former soi-même continuellement. Même quand on vient de Harvard, il faut continuer à apprendre à apprendre. Donc, pour moi, ça déjà, c'est un défi qu'on doit intégrer et que nos populations doivent intégrer aussi, les jeunes ou autres. Et je dirais donc, au-delà, donc il y a quelque part aussi cette question de savoir-faire, se poser les questions. Et là encore, avec le digital, on a tout un monde qui est ouvert à nous où on peut acquérir des compétences sur YouTube, sur LinkedIn. Pratiquement, sur LinkedIn, on peut se former sur LinkedIn, on peut se former sur plusieurs réseaux aujourd'hui. Donc, toujours apprendre à savoir-faire. Et le savoir-faire aussi, au-delà de la compétence, s'acquiert à travers l'expérience. Et cette expérience-là, on peut l'avoir à travers le bénévolat. On peut l'avoir en travaillant pour une ONG, on peut l'avoir
sans être rémunéré, mais on acquiert une expérience qui nous est chère et qu'on peut après mettre sur nos résumés et qui peut aussi nous permettre, quand on fait du bénévolat, par exemple, d'avoir des connaissances, d'avoir des connexions avec d'autres personnes qui peuvent nous aiguiller pour des pistes d'emploi. Donc, pour moi, la question de savoir-faire aussi est importante. Et je dirais le savoir-être. On voit souvent qu'on manque également de professionnalisme et on manque de soft skills, donc des compétences aujourd'hui qui sont des compétences douces. Comment travailler en équipe, comment bien savoir collaborer, comment avoir de l'empathie pour ses collaborateurs, pour ses clients, comment avoir de l'initiative. Je pense que c'est hyper important dans le monde du travail aujourd'hui qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on attend de nous dans notre emploi. Donc, pour moi, et à côté de ça, je parlerai de mentor. C'est important d'avoir un mentor aussi qui va nous accompagner dans notre cheminement professionnel, quel que soit le niveau où on est. Il y a toujours quelqu'un qui a fait plus que nous ou qui sait mieux que nous. Et donc, être en relation avec ce mentor-là, on pourra apprendre de la personne et la personne aussi pourra apprendre de nous. Moi, je pense que c'est important de trouver des mentors, de s'inscrire des fois dans... des fois, on voit des appels pour le mentorat, pour être des mentees, en tout cas, en ligne ou directement dans l'espace physique aussi, ça peut se faire. Et je parlerai aussi des fellowships. Personnellement, moi, j'ai été YALI, donc Young African Leadership Initiative, Mandela Washington, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris sur le mentorat, j'ai appris sur le community service, pouvoir vraiment être au service de cette communauté. Et c'est vraiment quoi. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup en tout cas pour ces interventions très très riches. Et je ne vais pas, tu vois, parcourir tous les éléments qui ont été cités. Bien également, j'ai ma liste des éléments que je suis en train de retenir. Mais j'ai été curieux en fait quand vous avez un peu partout là, vous avez touché sur connaître ce que l'on veut et aussi être formé dépendamment du besoin du marché. Alors ça m'a intéressé surtout parce que je me rends compte que la plupart des fois, quand nous, les jeunes, nous partons à l'université, on est à un très jeune âge, 18 ans, 17 ans, peut-être 15 ans ou 16 ans. Et à cet âge-là, comparativement aussi à notre origine, on n'est surtout pas formé à comprendre que le marché a besoin de ceci ou le marché a besoin de cela. On veut juste se dire, OK, toi, tu veux être qui? Je veux être tel. Tu te lances comme ça. Mais généralement, à cet âge-là, on n'est vraiment pas trop sûr ou on n'a pas vraiment l'idée générale de ce que l'on veut être. Et cela fait à ce que les gens puissent aller juste faire des options à l'université sans pour autant tenir compte du besoin du marché et tout ce qui vient avec. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux parents ou aux encadreurs des jeunes qui sont prêts à se lancer pour poursuivre leurs études afin de tu vois, bien les orienter ou pour que ces gens ne puissent pas avoir des grands défis ou des sérieux défis dans l'avenir. Monsieur Yann? Alors, moi je pense que je vais rejoindre ce que viennent de dire les précédentes intervenantes. En fait, c'est-à-dire que la chose est telle que c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème en Afrique de formation. Ça, on le connaît. Les universités ne font pas les gens sur les choses actuelles et même sur les besoins du marché. On est resté un peu sur des thématiques ou même sur des trucs anciens. Et ça fait que les gens, quand ils arrivent dans le marché aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent des trucs modernes, etc. Donc, quelqu'un qui sort d'une école, par exemple, de sciences, quand il arrive, eh bien, là-bas, il a appris d'autres choses et quand il arrive sur le marché, dans une entreprise, ils ont des matériels de dernier cri et tout, donc il ne sait pas les utiliser et donc il est tout simplement déphasé. Donc, ça, je pense que c'est très important de se connaître d'abord. Je pense que là, il faut d'abord se connaître. Qu'est-ce que je veux? Une fois que vous connaissez ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire, aujourd'hui, nous sommes dans un monde connecté.
Je pense que hier, on pouvait dire que oui, en Afrique, on ne se forme pas bien parce qu'il y a ci, il y a ça. Mais avec l'arrivée d'Internet, qui est devenu plus ou moins trivial dans, en tout cas, la plupart des pays, hein, chez nous ici, Internet aussi, les gens, en tout cas, tout le monde utilise Internet. En tout cas, on a TikTok, on a tous ces réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a plein de plateformes qui existent aujourd'hui où vous pouvez vous former gratuitement. Vraiment des plateformes qui existent, ils sont nombreux, E2X, on a parlé de Coursera, et ils sont très nombreux, vous pouvez avoir des formations gratuites. Nous avons aussi YouTube qui est une source d'information. En tout cas, moi, la majeure partie de ma formation en ingénierie logicielle, je l'ai fait sur YouTube ainsi que d'autres plateformes. Donc, vous avez là, en fait, la possibilité d'acquérir la compétence que vous voulez. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans ce marché, on ne trouve pas des gens qui sont formés dans des choses que les entreprises veulent. Donc, quand vous faites le extra, vous faites le nec plus ultra, vous allez en ligne, vous apprenez par vous-même, vous lisez des articles, vous achetez, pourquoi pas, des livres, et vous avez peut-être des monteurs. Nous avons aujourd'hui LinkedIn, par exemple, qui est une plateforme qui regorge beaucoup de professionnels. C'est à vous d'aller, les gars. Vous allez dessus, vous contactez les gens par rapport à leur profession, vous rentrez en contact avec eux, vous dites, écoutez, je suis aussi dans ce domaine, mais je suis junior, j'aimerais vraiment bénéficier de vos conseils de temps à autre. Les gens sont ouverts à partager et vous avez comme ça facilement des contacts auprès de qui vous pouvez vous rabattre pour avoir des conseils et même des personnes qui peuvent vous encadrer dans votre apprentissage. Mais les ressources sont là et ce qui fait que lorsque vous vous formez de cette manière et que vous vous présentez dans une entreprise, au fait, à la différence des autres, vous avez une valeur ajoutée. Parce que les autres viendront avec leur CV plein de ce qu'ils ont fait à l'université, 3 ans de ceci, j'ai une licence en ça, j'ai fait ceci. Mais vous viendrez avec d'autres choses. Et ça va au fait tout simplement maximiser vos chances d'être employé, de trouver un travail, etc. Mais le tout part par la connaissance de soi. Est-ce que tu veux travailler pour quelqu'un? Est-ce que tu es plutôt entrepreneur? Et si tu es plutôt entrepreneur, alors forme-toi. Nous avons des ressources en ligne, commence à te documenter, commence à faire des recherches par rapport au domaine dans lequel tu souhaites évoluer. Et c'est comme ça finalement que tu te construis jusqu'à arriver à un niveau où tu produis quelque chose. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment là. La formation est à notre portée. Regardez, aujourd'hui, nous sommes dans une réunion alors que nous ne sommes même pas physiquement présents. Donc, la technologie aujourd'hui permet de faire des merveilles. Et avec la technologie, on a la possibilité aujourd'hui de se former au-delà des frontières. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Yann, pour ça. Très important de retenir que l'auto-formation, c'est très, très, très important. Et il y a aussi un élément qui était vraiment capital par rapport aux prérequis, c'est connaître soi-même et aussi le bénévolat. Personnellement, je peux même revenir à mon expérience parce que je peux dire que peut-être pour moi, c'est un peu différent parce que, en gros, j'avais peur. J'avais peur parce que je savais pas. En fait, mon background était un peu bizarre parce que je savais pas qui vraiment je peux contacter pour me faire du boulot. Et je pars à l'université, je suis en train d'étudier, très passionné par ce que je fais, mais je ne suis pas non plus certain que j'aurai un boulot après. Mais j'ai juste continué à travailler là-dessus. Je me suis formé continuellement. J'ai appris beaucoup de choses dans mon domaine et en revenant, je me suis juste ouvert et j'ai utilisé beaucoup au fait de plateformes pour me trouver un accès. Mais ces atouts-là qui constituent quelque chose d'extra que les gens généralement n'ont pas, c'est ce qui fait de nous un peu différents des autres, ce qui nous rend uniques et ce qui fait ce que le recruteur ou quelqu'un d'autre peut nous contacter, nous dire on a besoin de vos services. En tout cas, là, c'est quand ça me concerne. C'est que je suis aussi en train d'utiliser cette plateforme pour aussi lancer cela à nos chers boursiers qui sont en train de nous suivre maintenant. Madame Maran, je ne sais pas si vous avez aussi un truc à ajouter, Maïmouna aussi. Alors, je pense que nous avons fait le tour. Si je résume, je vais plutôt parler après la connaissance de soi, c'est le dynamisme, hein, c'est être dynamique, ne pas rester dans son coin pour attendre qu'il y ait des offres d'emploi, des choses comme ça. Il faut vraiment être dynamique, aller comme on a dit, continuer à se former perpétuellement, mais également
rechercher les programmes qu'il y a, les fellowships qu'il y a, les forums, participer, se donner de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, il y a énormément de choses. Et je pense que cette nouvelle génération, les jeunes ont énormément de chance qu'on n'avait pas. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de souligner le fait que quand on est jeune, quand on vient de finir le bac, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, on est un peu perdu et tout. C'est vrai, on est complètement perdu, mais il y a forcément quelque chose qui nous guide. C'est-à-dire, il y a une matière qui va dire « Ah, moi, j'aimais bien la chimie » ou j'aimais bien les mathématiques, donc je vais faire ça. Ça commence par ça. On est tous passés par là et ça commence forcément par « Ah, j'aime bien les mathématiques, je vais aller faire une formation qui va suivre les mathématiques. » Donc, et c'est ça, au fil du temps, qui va nous guider. Parce que arriver, par exemple, si je prends mon exemple, c'était OK, j'aime bien les maths, mais j'aime pas la géométrie, donc j'aime bien les calculs. OK, je vais peut-être essayer de voir qu'est-ce que je vais faire en gestion, en comptabilité ou des choses comme ça. Et à notre époque, on avait encore les cyber, pas forcément des tablettes, pas accès à Internet partout. Donc, la chance qu'on avait peut-être, c'est que dans l'école, il y avait une heure consacrée où on nous mettait dans une salle avec des ordinateurs et où on devait chercher des fiches métiers, qu'est-ce qu'il y a comme métier, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils font. Et ça nous a beaucoup aidé. Enfin, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé à choisir qu'est-ce que je vais faire. J'ai pensé à l'actuariat parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de calculs. Après, j'ai regardé la gestion. Donc, et je savais que, par exemple, pour revenir à la connaissance de soi, que je ne voulais pas faire… j'aimais bien le relationnel. J'aimais bien poser des questions en classe, discuter avec le prof. Donc, je ne voulais pas aller à l'université où on est trop nombreux dans la salle. Il n'y a pas cette interconnectivité avec les professeurs. Il n'y a pas ces échanges. Donc, je me suis tournée vers un cursus plus court, les DUT, les BTS, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé par exemple par un DUT. Et en allant plus, on va découvrir la comptabilité, découvrir l'économie. Et ça nous guide en fait. Donc, c'est ces fils conducteurs-là qui vont, par rapport à nos choix personnels, par rapport à ce que nous aimons, ce que nous voulons faire, qui vont nous guider par rapport aux matières qu'on découvre et qui va à peu près nous guider pour aller là où on veut aller. Et à un moment donné, dans le choix de cursus qu'on va faire, il faut savoir quels sont les débouchés. Il faut rechercher pour dire, OK, si je fais cette formation, qu'est-ce que je peux être? Quels sont les métiers qui sont ouverts à ce genre de formation? Et à partir de là, on commence à planifier en quelque sorte, à avoir des plans A, des plans B. Bon, OK, si je réussis, je continue vers ça. Si je ne réussis pas, je peux faire un plan B pour aller dans un autre cursus. Et au fil du temps, vous allez voir, ça va se dessiner avec, OK, ceux qui vont dans l'entrepreneuriat vont aller dans l'entrepreneuriat, ceux qui vont continuer dans l'emploi, ils vont se dessiner des profils qu'ils vont plus aimer et aller et se donner les moyens pour le faire, en fait. Donc, quand je vais résumer, ça va être après le dynamisme. Ne restez pas dans votre coin. Recherchez, soyez dynamique, en fait. N'attendez pas. Allez vers les structures, allez vers le marché, allez vers ce qui se passe. Vers le bénévolat, ça, c'est les mentorships, les alumni, les programmes, les formations. Recherchez et poursuivez, vous allez y arriver. Franchement, je pense qu'il faut, ça, si c'est un mot-clé, c'est le dynamisme et la persévérance, bien sûr. Il ne faut jamais lâcher. Il faut se donner tous les moyens pour y arriver. Merci beaucoup, Madame Aran, pour ça. En tout cas, je suis en train de constituer toute une liste de solutions à ces genres de problèmes auxquels nous sommes en train de faire face, où j'ai déjà retenu la connaissance de soi. Il y a le prérequis, c'est-à-dire on doit vraiment apprendre continuellement, sachant qu'on est en train de faire quelque chose de notre passion, et c'est ce qui va nous servir même dans notre transition quand on est en train de vouloir s'établir une carrière professionnelle. À part ça, il y a le bénévolat et l'expérience, bien sûr. On est en train d'apprendre. Ça peut être payant ou pas payant, mais dans tous les cas, on reste gagnant parce que ça va certainement contribuer à notre épanouissement. Il y a également le dynamisme, les relationnels, c'est-à-dire on ne vit pas dans un monde tout seul, il y a des gens, c'est là que vient même le mentorat, apprenez des autres et voir si on peut aussi grandir un peu dans ce sens-là. Pour finir, je vais peut-être appeler Madame Maïmouna si elle a quelque chose à ajouter avant qu'on passe
à la question à des questions et à des commentaires. Merci. Alors, ce que moi, je peux dire sur la question de l'orientation, c'est que d'abord, normalement, dans les structures scolaires, on va trouver un conseiller à l'orientation, un chargé de stage, et puis le corps professoral est là pour nous aider un peu à décider ce qu'on veut faire dans le futur. Et ce corps professoral va le faire en s'appuyant un peu sur nos forces au niveau des matières où nous avons des bonnes notes. Donc, c'est une première porte d'entrée. C'est possible d'aller regarder au sein de son établissement, même de son lycée, qu'il soit technique ou un lycée normal, pour voir comment on peut se faire accompagner avec la direction de l'école. Ensuite, quand il s'agit des parents et en même temps de l'étudiant qui veut choisir qu'est-ce que je vais faire avec ma carrière demain, je pense qu'il faut aller beaucoup sur le net, surfer le net, les réponses sont là-bas. Parce qu'on dit que 85% des métiers du futur ne sont pas encore créés. Donc, ça veut dire que quand vous allez vous mettre à apprendre certaines choses, quand vous allez décider d'aller dans telle ou telle branche, les débouchés ne sont pas forcément là encore. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur apprendre à apprendre. Le monde a changé. On va devoir continuellement se former pour répondre aux mutations que connaît le marché du travail à cause de la digitalisation, à cause de la globalisation. On est en train de vivre une révolution numérique qui implique que l'humain soit plus rapide dans son acquisition de la connaissance. Et on a Internet qui nous aide à faire ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un autre mot-clé, c'est les STEM. Donc, on parle de sciences, je vais même dire un peu STEAM, de sciences, de technologie, d'ingénierie, d'art et de mathématiques. Le monde sera plus sur les sciences et les technologies. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir un emploi décent, je dis bien décent, et si vous cherchez un emploi, il faut chercher à avoir des compétences dans les sciences et la technologie. Ça reste important pour les métiers de demain. Donc, pour ceux qui sont jeunes, aimez davantage les maths, aimez davantage les sciences parce que vous allez être mieux rémunéré dans ces emplois-là que si vous allez vers d'autres branches. Et je dirais également que la gestion de projet. Le monde, au niveau de l'emploi, on va de plus en plus en gestion de projet. Un projet qui a un scope qui est court dans un temps donné. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre la gestion de projet. Et ça encore, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez le faire sur Coursera, vous pouvez le faire en ligne, les autres le disaient également. Il y a énormément de open classrooms où vous pouvez apprendre la gestion de projet en ligne. Et ça sera un atout, quelle que soit la carrière que vous aurez choisie, que vous travaillez pour vous-même ou pour d'autres, il est important de savoir gérer des projets. Donc, l'entrepreneuriat aussi, pour moi, pour les métiers de demain, c'est important qu'on soit, même quand on travaille pour soi, on a souvent tendance à faire les deux maintenant, à travailler pour soi et à être entrepreneur, et surtout entrepreneur dans le digital. On aime tous aller pour ma part, ça va être Instagram, Facebook. Je pense que les plus jeunes, vous aimez TikTok, mais aujourd'hui, on arrive à monétiser sa présence sur toutes ces plateformes digitales. Ça veut dire qu'il faut apprendre à être un entrepreneur. Quand je m'amuse à avoir mon compte sur Instagram, en même temps, je peux me faire de l'argent sur Instagram. Donc, je dirais que l'entrepreneuriat reste une compétence clé, qu'on le jumelle avec un emploi ou en étant entrepreneur à 100%, la gestion de projet, les STEM ou les STEAM. Pour moi, voilà où il faut quand même chercher à se concentrer en termes d'orientation. Merci. Merci beaucoup, Madame Maïmouna. Personnellement, je suis béni par ces interventions. Je suis en train d'apprendre. Je me rends compte que il y a beaucoup de choses à apprendre, en fait. On apprend chaque jour et c'est tout un processus. Merci quand même de vos interventions. Alors, le temps est en train de nous serrer les coups. Alors, on va directement passer à d'autres tables qui est des questions-réponses. Et il y a certainement quelques personnes qui ont manifesté leur intérêt de soit commenter, présenter un commentaire ou soit poser une question. Et là, je vais commencer avec Madame dans la salle. Est-ce que vous pouvez intervenir déjà? Allô? Allô, Madame, je vous capte. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. D'accord, je vais bien, merci. Moi, je suis de l'Institut 2IE. Je suis donc en charge des questions de l'insertion professionnelle donc, de nos étudiants. Et vraiment, merci pour votre initiative qui est très intéressante.
Et effectivement, hein, les problématiques sont celles-là, mais je dirais que maintenant, il faut qu'on arrive à changer, que les jeunes changent un peu leur manière de voir, en fait. Le monde, certes, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi des réflexes maintenant à avoir, parce que notamment sur la question des réseaux sociaux, on les voit beaucoup faire beaucoup de choses, diffuser pas mal de contenus qui ne sont pas forcément professionnels. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et parfois, pourquoi pas avoir deux profils, un profil pour le travail et un profil pour je dirais, les amis et puis pour la détente, en fait. Et ne pas négliger le stage également, parce que c'est très important. Moi, j'ai fait plusieurs stages dans mon cursus. Et notamment, l'un d'eux m'a fait comprendre que franchement, travailler par exemple parce que je suis juriste, travailler dans tout ce qui concernait les métiers comme avocat c'était pas pour moi, ni non plus sur certains sujets, c'était pas pour moi. Et ça m'a permis de me déterminer. Et après, il y a aussi le hasard qui fait bien les choses. Je suis arrivée à deux yeux, franchement, pour l'organisation d'un événement. Ça n'avait rien à voir avec ma formation de base, mais ça m'a permis d'intégrer et d'avoir une carrière vraiment très riche au sein de l'institution dans laquelle je suis aujourd'hui. Et ça fait déjà une dizaine d'années. Bon, maintenant, je sais que les carrières sont plus courtes parce qu'on a envie de changer, mais ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger, en fait. Ça commence le plus tôt possible. Et on essaye vraiment, donc, à l'Institut Deux Yeux d'associer nos étudiants et nos apprenants au maximum de choses que nous organisons, même des forums sur l'emploi, des cycles de conférences, beaucoup de choses pour justement ouvrir l'esprit, mettre en contact les jeunes avec le maximum de recruteurs possible pour leur donner justement cette chance-là qui peut changer les choses. Voilà, c'était juste un complément que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment intéressant de voir aussi qu'il y a l'aspect stage qui nous permet aussi de se découvrir. Vous savez, c'est découvrir ou se connaître soi-même, c'est aussi un processus. Ce n'est pas qu'on dort un jour et on s'est réveillé, on s'est déjà connu. C'est un processus et par des activités comme des stages que l'on fait régulièrement. C'est ce qui nous permet aussi de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, comment est-ce que tu veux que ta carrière soit, est-ce que ceci est bon pour toi, est-ce que ce n'est pas bon pour toi. C'est au fait ces genres euh, des activités dont on a besoin aussi pour se retrouver dans le monde professionnel. Sur ma liste, j'ai pour la deuxième intervention ou une question. Vous pouvez aller, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Avant que ne vienne, peut-être qu'on peut sauter à monsieur qui peut intervenir en attendant qu'il revienne. Oui, merci. Vous me recevez? Je vous reçois. Merci. Merci. Alors, merci pour les panélistes, merci pour le modérateur. J'avoue que j'ai beaucoup appris de l'événement. Et pour davantage comprendre, j'ai deux questions à l'heure égale. Alors, pour monsieur Yann, je voudrais savoir, il a parlé de faire partie des communautés, se faire voir, enfin, se faire de nom pendant qu'on est étudiant. Et comme ça fait partie, en fait, des prérequis qu'il faut avoir avant de transitionner dans le monde professionnel. Et dans la suite, il a été posé une question, des questions auxquelles il avait répondu, et il avait dit qu'il y a ce souci de, en fait, on n'a pas des expériences pointues, si je peux m'exprimer comme ça, du genre, on a un peu de, c'est juste trouver un emploi qui correspond ou bien qui répond à un problème dans l'immédiat et après on passe à autre chose. Du coup, je voudrais savoir, pendant qu'on veut en fait faire du bénévolat, on veut s'insérer dans ces communautés, comment en fait, pour que pendant qu'on s'insère, pendant qu'on s'engage dans ces communautés, pour avoir un profil tracé en fait. Ça, c'est la première question. Et la dernière question, ce sera pour les deux dames panélistes. C'est de savoir, en fait, ils ont fait de l'expérience hors de leur pays. Pardon, est-ce que vous pouvez donner le temps à M. Yann d'aller d'abord et puis on va revenir sur la suite des questions. Ok, ça marche. Merci. D'accord. Déjà, merci, monsieur, pour votre question. Alors, je dirais ceci. Construire son profil pendant que l'on est encore de l'autre côté, c'est quoi? Ça consiste, comme on a dit tout à l'heure, par exemple, à travailler en tant que bénévole, des fois même faire les stages dans les entreprises, des stages qui ne sont pas payants, mais pour lesquels vous gagnez en expérience. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez,
rassurez-vous au moins qu'au niveau de vos profils, que l'on sente que vous avez un intérêt pour quelque chose, que l'on voit clairement que vous êtes vraiment quelqu'un qui est passionné, qui aimait une certaine chose. Il faut qu'on le sente. Donc, par exemple, il faut que vous ayez, si vous êtes, par exemple, vous faites community management, par exemple, bah, vous pouvez faire du bénévolat pour un groupe ou une page donnée, une organisation pour laquelle vous communiquez. Et parce que vous communiquez dessus, on voit bien que ça a été fait par vous. Donc, c'est plus facile pour vous plus tard quand vous postulez pour un poste de communicant, même si vous n'avez pas travaillé pour une entreprise auparavant, mais rien que ces réalisations peuvent parler. Pour ceux qui ont plus de moyens et qui le peuvent, vous pouvez également avoir une page à vous ou bien un blog où vous écrivez vos pensées, ce que vous pensez, ce que vous aimez, comment vous voyez les choses dans ce domaine. C'est-à-dire, vous contribuez à la communauté internationale sur ce que vous pensez par rapport à ce domaine. Donc, pour ceux qui sont surtout dans les domaines techniques, les mathématiques, en tout cas dans les STEM, ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faudrait le faire. Si vous avez des moyens, pourquoi pas avoir même un site Internet où vous vous présentez, voici, je suis un tel, j'aime ceci, voici ma vision et voici ce que je fais. Vous avez vos réalisations. Je vous dis que ça parle mieux que même le CV. C'est-à-dire que quand les gens voient cette présence en ligne, ça vous met à un autre niveau par rapport à vos concurrents. Donc, se préparer, se créer un profil lorsqu'on n'est pas encore employé, ce n'est pas vraiment compliqué. Aujourd'hui, avec des moyens comme les réseaux sociaux, on a des moyens gratuits vraiment de le faire. Il suffit juste d'être là constamment, à veiller sur le contenu que vous publiez, communiquer sur ce que vous faites, apporter votre avis. Je vais vous donner un exemple. En ce qui me concerne, et j'ai une chose que je fais souvent dans mon pays, c'est que à chaque fois que le gouvernement met en place un système, ok, ça peut être, dernièrement, le ministère de l'Enseignement avait mis en place une plateforme qui permettait aux écoles d'inscrire les candidats aux examens depuis cette plateforme. Et donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur cette plateforme et je me mets à tester la plateforme. Donc, je fais un peu, je fais du pen test, c'est-à-dire c'est des tests de pénétration pour me rassurer que la plateforme a été bien développée. Et quand je remarque des failles, je fais soit une vidéo, je fais soit un long post où j'explique pourquoi la plateforme doit être dépubliée. Voici les dangers, etc., etc., etc. Vous savez, à force de faire ça, eh bien, ça m'a donné une certaine réputation dans mon domaine, en fait. On sait que ce jeune homme-là sur Facebook, et je tague souvent le ministère quand je fais ça. Et donc, ils savent que ce jeune homme-là, à chaque fois qu'il y a des problèmes, eh bien, il intervient. Et ça me donne une certaine réputation. C'est la même chose aussi pour la publication des résultats. Le site Internet actuel où on publie les résultats, très souvent est lent. Donc, ce que je faisais souvent, je copie les données parce que je connais comment le faire. Je copie les données de ce site et je crée un site parallèle où c'est plus simple, on peut faire des recherches, c'est plus rapide. Et à force de faire ça, je ne me rendais pas compte, mais au fait, ça fait qu'il y a des gens qui me connaissent. Des fois, quand je me retrouve dans des endroits, on dit « Ah, c'est vous Yann, ah, c'est vous le jeune homme qui avait, etc. » Je dis « Ah bon ». Je ne savais même pas au fait qu'il y avait des gens qui me suivaient comme ça. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir de l'impact ou vous travaillez sur votre visibilité en ligne. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a aucune présence sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., sur les réseaux sociaux professionnels, vraiment, cette personne est, comment je vais dire ça, vous réduisez vos chances au fait de saisir des opportunités. Travaillez sur votre présence en ligne. Et ça, je ne pourrais pas insister davantage là-dessus, surtout pour ceux qui visent avec l'international. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais nous avons aussi la possibilité depuis l'Afrique de travailler pour des entreprises dans le monde entier. Aujourd'hui, avec l'arrivée du Covid qui est d'ailleurs passé, nous avons aujourd'hui le travail à distance est de plus en plus grandissant. On a plusieurs offres d'emploi où on a besoin des gens partout dans le monde. Donc, vous pouvez trouver un emploi autant qu'interprète, traducteur, vous pouvez trouver un travail autant que transcripteur de vidéos, de contenu, vous pouvez trouver un travail autant que développeur, autant que community management, gestionnaire de projet, bref. Donc, presque la plupart des domaines où on peut travailler à distance, il y a des offres. Donc, avoir un profil sur Internet, c'est vraiment la clé pour vous démarquer des autres qui vont tout simplement envoyer leur CV et puis voilà, il n'y a pas de lien où quelqu'un peut aller pour regarder ce que vous faites, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment très important. Vraiment travailler dessus, ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup, Monsieur Yann. C'est vraiment tout un tas d'informations que vous avez données et je suis vraiment ravi de l'avoir. Alors, je poursuis avec la deuxième question à l'endroit de
les deux dames. Vous avez évolué hors de vos pays respectifs et vous avez fait expérience en Europe et au Canada pour chacune d'entre vous. Je voudrais savoir, en fait, quand vous allez hors de votre pays et que vous devez revenir, est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce qu'il y a des soutiens en fait pour venir, pour que une fois à votre retour du moins, au niveau de votre pays, vous puissiez en fait contribuer au développement? Je veux dire, est-ce qu'il y a, par exemple, si vous êtes passionné par l'éducation, donc est-ce qu'une fois en revenant, est-ce que vous avez des soutiens, que ce soit du gouvernement et de votre pays ou bien de là où vous avez quitté? Est-ce qu'il y a ce genre d'initiative? Merci. On peut répondre rapidement à ces questions parce que le temps est en train de nous filer dessus aussi. Madame Maïmouna. D'accord. Donc, pour moi, ce que je peux dire, c'est que quand je revenais, en fait, l'expérience au Canada, là-bas, le mot-clé, c'est le bénévolat. Donc, moi, j'ai toujours fait du bénévolat là-bas. Et ce bénévolat, je le partageais aussi sur les réseaux sociaux que j'utilisais à l'époque, comme Facebook et autres. Donc, ça me permettait de garder un lien avec ma communauté en Guinée. Et quand je suis arrivée en Guinée, comme c'est quelque chose que j'ai toujours fait, donner mon temps et savoir que je recevais bien plus en retour, j'ai continué. Donc, pour moi, quand on est à l'extérieur, c'est bon de pouvoir faire du bénévolat dans le pays d'accueil où on est, parce que c'est une manière de contribuer au développement de ce pays, mais ça nous permet aussi de nous faire connaître chez nous. Et quand on revient, on peut faire la même chose ou on peut même rester de l'extérieur pour faire du bénévolat là-bas. Maintenant, il y a une seconde option, c'est que je vous l'ai dit, par exemple, moi j'ai été Yali. Quand on est Yali et qu'on part aux États-Unis, moi j'ai fait les 3 mois, je suis allée et après j'ai participé à la partie stage où on était 100 sur les 1000 à être sélectionnés. Et là aussi, ça m'a permis donc de continuer à avoir un lien avec mon pays. Et quand je suis revenue, le fait d'être avec les Yali, j'ai continué après être revenue encore à être sur, on appelle ça le RAB, donc le Board of Advisors, donc sur le CA du Yali. Donc j'ai fait la partie retour en Afrique où pendant 1 an, j'étais membre du CA pour la partie Afrique de l'Ouest. Et ça aussi, ça m'a permis d'avoir de très bonnes relations avec l'ambassade des États-Unis où très régulièrement, à travers mes activités humanitaires en Guinée, ils me soutiennent financièrement et techniquement. Et au-delà de ça, je peux rajouter aussi qu'il y a tout ce qu'on appelle c'est des sortes de fellowships comme le Fulbright ou le Chevening. Le Chevening, c'est avec l'ambassade de Grande-Bretagne. Le Fulbright, c'est avec l'ambassade des États-Unis. C'est des opportunités où on permet en fait aux Africains notamment d'aller étudier à l'extérieur et de revenir. Et comme ça, on peut faire un master plutôt d'1 an ou de 2 ans, dépendamment donc du scholarship qu'on a. Et ça aussi, quand on revient avec ces scholarships-là, les différentes ambassades vous aident à trouver de l'emploi. Et puis, vous montez en notoriété, en tout cas, votre cote augmente parce que c'est très sélectif comme procédure. Et vous avez ces relations avec les ambassades et au niveau des pays, en tout cas, on fait savoir que voici le retour de ceux qui ont été choisis pour ces scholarships-là et ça vous facilite l'emploi. Donc, je dirais simplement le bénévolat, le service à la communauté et les rapports qu'on a à travers ces services avec différentes ambassades, avec notre pays également. Merci, Madame Maïmouna, pour cette intervention. Madame Maran, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors, je vais juste rajouter, donc pour ma part, c'est plutôt le réseau. D'abord, l'entourage qui m'a beaucoup aidé pour revenir en fait au Sénégal. Je n'avais pas forcément de soutien de l'État, pour rien du tout. Donc, c'est surtout mon entourage qui savait que j'avais ce désir-là de rentrer, qui m'a beaucoup aidé. Et c'est par ces relations-là que j'ai pu trouver un travail donc au Sénégal et venir. Donc, pour la petite anecdote, c'est juste une copine qui a pris en photo sur une offre qui était parue sur le journal. Donc, mais c'est parce que j'ai communiqué là-dessus. J'ai parlé à mes proches qui étaient ici, j'ai parlé à mon entourage.
que j'avais ce désir-là de revenir. Et après, donc, j'ai continué à construire ce réseau et ce relationnel qui est très important parce que j'ai pu créer après une association à côté de mon travail qui m'a ouvert aussi d'autres portes, qui m'a fait rencontrer d'autres gens. J'ai aussi intégré d'autres associations comme Dolel Reumi au Sénégal, qui travaille beaucoup pour aider certaines structures à se remettre sur pied, des rénovations d'écoles, qui permet qu'on rencontre des directeurs d'école dans l'éducation des jeunes, qu'on rencontre des médecins, qu'on rencontre dans beaucoup de différents corps des personnes. On construit et on grandit avec ce réseau-là. Et bien sûr, après, j'ai été Yali également, Mandela Washington Fellowship en 2021, récemment, où ça ouvre énormément de portes. On connaît plusieurs personnes, on développe son réseau, ça nous donne de la visibilité. Et à un moment donné, en fait, c'est les gens qui viennent nous chercher, en fait. À un moment donné, les choses viennent à nous, en fait. Les offres viennent à nous, les chasseurs de tête sont derrière nous, les opportunités viennent à nous, on nous contacte énormément. Et c'est parce qu'on a cette visibilité-là qu'on a construit tout au long et qu'on a participé également à plusieurs choses impactantes pour nos communautés, les associations là où on est, le mentorat. Je fais partie aussi de Shine to Lead, qui mentore des jeunes filles pour l'éducation, qui les aide à la préparation du baccalauréat, pour renforcer des cours, mais également pour les mentorer au leadership, c'est-à-dire au-delà des cours qu'on leur prépare et qu'on les accompagne, il y a également les discussions de one-to-one pour leur donner des conseils, pour leur préparer au leadership, pour les encourager. Donc, il y a toutes ces choses autour qui nous donnent de la visibilité. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, moi, je vais beaucoup privilégier LinkedIn. Pour ceux qui n'ont pas vraiment de compte, n'hésitez pas à le créer dès aujourd'hui. Mettez vos profils, mettez ce que vous avez fait, alimentez-le. Et c'est un bon canal, je pense, pour se donner de la visibilité et aussi voir ce qui se passe autour et dans son entourage. Voilà à peu près ce que je vais rajouter là-dessus. En tout cas, c'est enrichissant. La présence, la visibilité, l'impact dans notre communauté sont là les choses au fait qui nous mettent au fait aux portées des opportunités, aux portées de beaucoup de choses dont on va avoir dans la vie en général. Alors, la troisième personne qui pourra intervenir, c'est si vous pouvez directement aller avec votre question ou commentaire. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Sans plus tarder, ma question est celle-ci. Je pense que j'ai deux questions, puisque nous avons deux idées qui convergent ici. Nous avons monsieur Yann qui a fait sa carrière ici, et puis il y a les dames qui ont peut-être étudié en Europe. Donc, la première question est à monsieur Yann. Je dirais, c'est si on a beaucoup parlé de ce que nous devons faire maintenant. Comme moi, par exemple, j'aime la technologie. Dans la technologie et l'informatique, il y a plusieurs domaines. Comment faut-il choisir mieux son domaine? Parce que nous avons la programmation, nous avons la fintech, nous avons un tas de choses. Quel est le domaine à choisir en dépendant de ce que je voudrais faire? Monsieur Yann? Donc, rapidement, monsieur, rapidement pour répondre à votre question, en fait, c'est comme on a dit tout à l'heure, se découvrir, c'est un processus. Mais c'est déjà bien de savoir que vous êtes beaucoup plus pour les domaines techniques, technologiques, etc. Donc, moi, je pense que l'idéal, la chose à faire, c'est quoi? C'est déjà de savoir quels sont les débouchés de chaque domaine. Ou pourquoi pas d'essayer un peu de se documenter, peut-être de suivre des vidéos qui parleront un peu de ce qu'on fait, à quoi ressemble le travail, par exemple, de celui qui est dans l'administration réseau, celui qui est dans le développement, celui qui est dans la fintech, à quoi ça ressemble, c'est quoi les tâches que ce dernier effectue chaque jour, etc. Donc, ça vous permettra, au fait, d'avoir une idée un peu sur ces choses. Et je pense qu'au fur et à mesure que vous allez faire ces recherches, vous-même, vous allez, au fait, arriver à un niveau, vous allez comprendre, vous allez finalement découvrir ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne. Donc, je pense que c'est cela, mais c'est déjà bien parce que dans votre cas, vous savez exactement que c'est dans le domaine de la technologie. Donc, commencez maintenant à prendre des informations sur chaque domaine, quels sont les débouchés et à quoi ressemble le travail de ces personnes, quels sont les différents profils qu'on a dans chacun de ces domaines-là. Voilà. Merci beaucoup pour l'intervention, monsieur Yann. Vous avez une deuxième question? Oui, la deuxième question, c'était pour les dames qui ont fait des études en Europe. Ce que j'ai retenu et ce que je voudrais peut-être poser comme question, c'est que particulièrement dans les instituts européens, il y a plusieurs tas de services
dont on voit par exemple l'orientation des étudiants. Particulièrement ici en Afrique, nous avons cette difficulté-là qu'on puisse s'orienter. Maintenant, vous avez parlé du sujet qu'il faudrait adhérer des séminaires, faire le bénévolat. Maintenant, est-ce qu'ici aussi en Afrique, on a cette opportunité, je ne sais pas si en ligne, il faudrait faire des choses à ce que nous soyons aussi visibles dans le domaine que nous voulons faire plus tard? Madame Aïmouna, vous pouvez aller? Ben, moi, je dirais simplement, c'est vrai que, comment dire, les conseils à l'orientation dans nos écoles, ce n'est pas forcément évident, même si maintenant, de plus en plus, on se rend compte de l'importance du conseil et que les pays sont en train de se mettre à jour sur cette question-là. En tout cas, c'est le cas de la Guinée aujourd'hui par rapport à l'enseignement technique. Alors, tout ce qui est bénévolat, c'est vraiment ouvert à tous les pays du monde, quel que soit leur niveau. Donc, je pense que quand vous prenez, par exemple, le bénévolat, ça n'a pas de frontières. Et moi-même, le bénévolat, je l'ai commencé tôt, quand j'étais jeune. Donc, vous pouvez le faire dans votre quartier, dans votre commune. C'est simplement rendre service à autrui. Et cela souvent par rapport à une compétence donnée que l'on a. Donc, c'est mettre cette compétence au service d'autrui ou une idée qu'on a au service d'autrui. Et ça, je pense que qu'on soit un pays en voie de développement ou développé, et quelle que soit la position du pays sur la planète, on peut faire ce bénévolat-là. Et aujourd'hui, plus facilement qu'avant, on a en plus l'opportunité de faire valoir ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Donc, vous faites votre bénévolat, vous partagez cela sur les réseaux sociaux et vous ciblez bien entendu la communauté dans laquelle vous voulez adhérer en termes on va dire, de cursus scolaire ou cursus universitaire. Et même le bénévolat, en tout cas au Canada, c'est le cas et de plus en plus, ça devient le cas dans nos pays, équivaut un peu à l'expérience. Donc, voilà, pour moi, vous avez tout pour pouvoir faire du bénévolat là où vous êtes et diffuser vos travail sur les réseaux sociaux et vous créez une communauté. Quand on parle de community management, même, c'est un peu ça. C'est sur les réseaux sociaux, vous développez une communauté autour de vous, de votre idéal, des projets que vous allez mettre en place. Merci beaucoup, Maïmouna, pour ça. Madame Aran, vous avez un ajout avant que... voilà. Je voulais juste ajouter que, par exemple, pour mon expérience, tout ce qui est bénévolat que j'ai eu à faire, je l'ai plus fait ici en Afrique qu'en Europe, pour ma part. En Europe, c'est vrai, j'étais dans quelques associations, mais les plus impactants, j'ai pu les développer ici. Et s'il n'y en a pas qui sont à votre image ou par rapport à vos principes, vous créez tout simplement. Moi, la première association que je l'ai créée, en fait. Offer a Smile, c'était parti de « Ok, j'ai envie de faire plus. Je vois qu'il y a des problèmes par rapport aux enfants, aux jeunes, aux orphelinats. » Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai tout simplement créé. Et les autres ont suivi. Donc, il faut, si vous ne trouvez pas forcément un secteur qui vous convient ou une association qui vous convient, créez la vôtre et défendez vos principes, défendez vos opinions, mettez en avant ce que vous voulez mettre en avant. Aidez votre communauté par rapport aux besoins de votre communauté. Chacun ici, dans son entourage proche, remarquez forcément peut-être des besoins, des lacunes, forcément peut-être au niveau des écoles. Allez vers ce sens, créez vous-même et vous allez voir, ça va suivre. Ça va forcément suivre. Donc, c'est ce que je voulais pointer du doigt. Ah, d'accord, merci beaucoup, Madame Aran, pour ça. Je suis en train de rappeler que cette session est enregistrée et la partie enregistrée, en fait, sera disponible sur la chaîne YouTube de Baobab francophone. Et donc, les liens déjà dans les commentaires, vous pouvez vérifier pour aller voir. Mais également, pour tous ceux qui ne sont pas sur la plateforme, c'est une très grande plateforme où vous pouvez avoir des grands réseaux, vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes. Et donc, que tu sois Yali, que tu sois Scroll Foundation, Alumni, c'est un moment pour nous de revenir ensemble et voir comment est-ce qu'on va construire notre communauté. C'est l'Afrique et c'est l'Afrique qui gagne en général. Merci beaucoup pour vos interventions de plusieurs parts du continent, mais également un peu à l'extérieur du continent.
Et voilà, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir et je suis tellement ravi de vous avoir. Et c'est sur cette note que je serai en train de remettre la parole à Monsieur Credo et à remercier également la Fondation Mastercard, mais également la plateforme Yali, Scroll Foundation, Baobab et tout le monde. Merci beaucoup. Et Credo, le show est à vous. Vous m'entendez bien, Aïssé? Ouais, je vous capte. OK. Donc, déjà, c'était 1h30 remplie de beaucoup d'informations. Merci beaucoup aux membres de l'audience. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont rejoints du Niger, du Burkina Faso, Sénégal, RDC, partout, Bénin. Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de venir apprendre de nos experts d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Aristide, modérateur de cet événement. Tu as fait un travail spectaculaire. Merci beaucoup à Gracia, notre personne tech, qui a organisé tout ceci. Sans elle, rien de ceci serait disponible. Évidemment, merci beaucoup à l'équipe Baobab, Mastercard Foundation, sans qui, encore une fois, tout ceci ne serait pas possible. Et enfin, comme on dit en anglais, last but not least, les panélistes. Ces panélistes, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est exactement la vision de Mastercard Foundation, giving back, le don en retour. Vous avez pris de votre temps si précieux pour venir là pendant 1h30 et juste partager de votre expertise et expérience avec cette jeunesse francophone africaine. Donc, merci beaucoup, M. Yann Banvi, à partir de la République du Congo. Merci beaucoup à Mme Maram Guessan, à partir du Sénégal. Et merci beaucoup à Mme Maïmouna Diakabi, à partir de la Guinée. Je sais que beaucoup d'entre ces jeunes vont sûrement vous chercher sur LinkedIn pour connecter avec vous et voir votre parcours, peut-être même vous envoyer des messages pour d'autres conseils. Donc, merci à vous. Je vous souhaite à tous un très, très bon dimanche. Et comme Aristide l'a dit, la vidéo de cette séance sera disponible sur la chaîne francophone Baobab que j'ai postée dans le groupe. Donc, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne pour avoir les informations sur quand est-ce que ça sera disponible. Merci à tout le monde. Encore une fois, bon dimanche. Gracia, tu peux lancer la chanson Baobab pour qu'on puisse clôturer la session. Merci à tout le monde. Merci. A digital platform, a digital platform. A digital platform, a digital platform, a digital platform. Like-minded people, I like such kind of people. Here to network, these are my kind of people. I wanna grow, I wanna know, be it in the highs or low. Make me better than I was 2 days ago. Once I'm transformed, then I'll transform. All the leaders that I'm leading, I will transform. Make them better, make them good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Tell your story to the people, tell the people to know that this story is a story everybody should know. Never limit dreams, never narrow goals. We're talking wins, yes we're talking scores. Conceding none.